Après avoir examiné successivement les réponses d'un système à un degré de liberté, sans excitation, puis soumis à une excitation sinusoïdale ou harmonique et enfin à une excitation périodique, nous nous intéresserons dans cette seconde partie aux excitations impulsionnelles ou chocs, puis aux excitations quelconques. Les méthodes d'intégration numérique seront utilisées, soit dans le domaine des temps, soit dans celui des fréquences. Intéressons-nous au cas des chargements impulsionnels ou chocs. Commençons par étudier quelques types d'impulsions. Tout d'abord, considérons une impulsion en forme de demi-sinusoïde, appliquée entre les temps 0 et t1, avec une amplitude f0. Comme le phénomène à étudier concerne une durée brève, pendant le choc et les quelques instants suivants, nous pouvons ne pas tenir compte de l'amortissement, dont l'effet ne se fait sentir qu'à plus long terme. Ceci, naturellement pour les amortissements classiques de quelques pourcents ou moins. De 0 à t1, la force appliquée est f0 sinus de grand oméga t, avec grand oméga égale pi divisé par t1. La solution particulière correspondante est f0 sinus de grand oméga t, divisé par k facteur de 1 moins xi2. Xi égale t, période propre, divisé par 2t1. Elle s'ajoute à la solution générale de l'équation sans second membre du système non amorti, donc sinusoïdale de pulsation petit oméga, pulsation propre du système. Les conditions initiales, nulles, permettent de déterminer la solution complète. Au-delà de l'instant t1, la solution est celle des vibrations libres vues précédemment, qu'il suffit de décaler de t1. Les conditions initiales sont celles de la fin de la première phase. On peut alors calculer l'amplitude Q0 des oscillations libres. Nous cherchons à déterminer le déplacement maximal de la masse. Distinguons différents cas, suivant la durée de l'impulsion, longue ou brève. Dans le premier cas, le maximum sera atteint pendant l'application de l'impulsion, soit avant t1. Cherchons les valeurs de t qui annulent la dérivée q point, avant t1. De la relation donnant Tmax, on déduit les trois solutions convenables, pour les combinaisons de n et xi. Pour n égale 1 et epsilon égale moins 1, Tm égale 3,11. C'est un maximum. Pour n égale 2 et epsilon égale moins 1, Tm égale 6,22. C'est aussi un maximum. Pour n égale moins 1 et epsilon égale plus 1, Tm égale 5,60. C'est un minimum. Cherchons la limite du cas précédent, c'est-à-dire celui d'une impulsion longue. Supposons T1 supérieur à la demi-période de la réponse libre T sur 2. Xi est donc inférieur à 1. Faisons tendre T1 vers T sur 2 par valeur supérieure. Corrélativement, Xi tend vers 1 par valeurs inférieures. Le seul cas qui subsiste est n égale 1 et epsilon égale moins 1. D'où Tm qui est inférieur ou égal à T1. On déduit que Tm est supérieur ou égal à T sur 2. Il en résulte que Tm est donc compris entre T sur 2 et T1. Ainsi, dans l'exemple, Tm vaut 2,22 pour T1 égale 2,5. Conclusion, lorsque T1 tend vers T sur 2 par valeur supérieure, Tm fait de même. À la limite, le premier maximum de la réponse, à T sur 2, coïncide avec la fin de l'impulsion. Dans le cas d'une impulsion brève, c'est-à-dire de durée T1 inférieure à la demi-période de vibration libre, on obtient le maximum Q0 par l'expression 2 xi f0 cosinus de pi sur 2 xi, divisé par k fois xi 2-1. Toujours sans considérer l'amortissement, voyons maintenant le cas d'une impulsion rectangulaire de durée T1. Encore deux périodes à considérer, pendant l'application du chargement et ultérieurement. Pour T inférieur ou égal à T1, la solution est f0 sur k multiplié par 1 moins cosinus oméga t, dont le maximum, s'il est atteint, serait de 2f0 sur k. Pour T supérieur à T1, la solution est la vibration libre. Compte tenu des conditions de position et de vitesse, à la fin de la première phase, l'amplitude est 2f0 sur k multiplié par sinus de oméga t1 sur 2. Pour une impulsion longue, T1 supérieur ou égal à T sur 2, plusieurs maximums peuvent se produire avant T1, dont le premier au temps T sur 2. Ce maximum est 2f0 sur k. Pour une impulsion brève, soit de durée T1 inférieure ou égale à T sur 2, le maximum est atteint après la fin de l'impulsion. On a déjà vu que l'amplitude est égale à 2f0 sur k multiplié par sinus de oméga t1 sur 2.
Les études précédentes montrent que pour une forme d'impulsion donnée, l'amplitude maximale de la réponse ne dépend que du rapport entre la durée T1 de l'impulsion et la période propre T du système. Traçons la variation du facteur d'amplification dynamique D égale Qmax divisé par F0 sur K, en fonction du rapport T1 sur T. Pour les chargements de longue durée, le facteur d'amplification dynamique dépend essentiellement de la vitesse d'application du chargement, c'est-à-dire de sa forme. Ainsi, un chargement brutal, impulsion rectangulaire, produit un facteur d'amplification dynamique D égale 2, tandis qu'une application progressive, impulsion demi-sinusoïdale, conduit à un facteur D égale 1, à la limite. Pour les chargements de courte durée, l'amplitude maximale dépend principalement de l'intensité de l'impulsion et non pas de sa forme. Définissons l'intégrale, appelée percussion, I égale somme sur la durée T1 de l'impulsion, de f de t. Posons I égale lambda f0 T1, et étudions D sur lambda en fonction de T1 sur T. On vérifie que pour T1 sur T inférieur à 0,3 environ, le déplacement maximum ne dépend pas de la forme du choc. Nous venons de voir que la réponse à une impulsion brève ne dépend pas de la forme de l'impulsion. Nous allons en déduire un calcul approché de cette réponse. Commençons par le cas d'une impulsion rectangulaire, de durée très inférieure à la période propre T du système. Pour T inférieur à T1, oméga T est très petit. Le cosinus peut être remplacé par son développement limité aux deux premiers termes, d'où l'approximation de Q de T. De même pour sa dérivée. Pour T supérieur à T1, remplaçons Q et Q point par leur valeur à la limite T1. Le second terme est négligeable, d'où l'expression approchée de la réponse. Généralisons à une impulsion quelconque très brève. Considérons l'intervalle 0, T1. L'équation différentielle, amortissement non pris en compte comme vu précédemment, peut être intégrée une fois. Dans l'intégrale première, la vitesse initiale Q point de 0 est nulle. Par ailleurs, KQ est négligeable devant f de t, sur toute la durée d'intégration, comme le montre le graphe. On en déduit le calcul de la vitesse au temps T1. Après la fin de l'impulsion, la réponse en vibration libre a été déterminée précédemment, en fonction des conditions à la fin de la première période T1. L'amplitude du second terme est négligeable, d'où la solution approchée, en sinus de T-T1. L'amplitude est égale à l'intégrale de f de t, appelée percussion divisée par m oméga. Une construction modélisée comme un système à un seul degré de liberté est soumise à un chargement f de t, dont la forme est assimilée à une impulsion triangulaire symétrique. La durée T1 égale 50 millisecondes est petite devant la période propre T de 209 millisecondes, sans être très brève. Appliquons cependant le résultat précédent, que nous aurons l'occasion de comparer à celui d'autres méthodes. Calculons la percussion, puis l'amplitude maximale des vibrations, soit 18,4 mm. On désigne par chargement quelconque, tout chargement ayant un début, mais qui ne se termine pas nécessairement dans l'intervalle d'étude. Les méthodes exposées permettent de calculer la réponse pendant le chargement et au-delà. Un chargement quelconque peut toujours être considéré comme la superposition d'un nombre infini d'impulsions rectangulaires de largeur des taux. Chaque impulsion contribue à la réponse en créant un déplacement élémentaire dq de t, pour t supérieur ou égal à taux. Soit, en utilisant l'expression de la réponse à une impulsion rectangulaire très brève, en intégrant, on obtient la réponse q de t, pour les temps postérieurs à taux. Cette relation est l'intégrale de Duhamel pour un système non amorti et des conditions initiales de repos. Cette intégrale est un produit de convolution. Elle se combine à la réponse en vibration libre, dépendant des conditions initiales, nulle si la configuration de départ est une position d'équilibre. Lorsque l'intégrale de Duhamel n'est pas calculable analytiquement, il faut procéder par intégration numérique. L'intégrale se décompose en a de t sinus de oméga t, et moins b de t cosinus de oméga t. A et b se calculent par des intégrales sur taux. Chacune de ces intégrales peut être calculée numériquement par les procédés classiques, trapèze, Simpson, etc. Utilisons par exemple la méthode des trapèzes pour calculer a de t et b de t. On établit les formules de récurrence. Reprenons l'exemple précédent. Effectuons le calcul numérique de la solution par la méthode des trapèzes, avec un pas delta taux égal à 2,5 millisecondes, soit 20 pas de calcul pour la durée du chargement. Dans un tableur,
On évalue successivement, pour chaque pas de temps, f de t, nul au-delà de 50 millisecondes, a et b de t par les relations de récurrence, puis f de t. Ultérieurement, le mouvement se poursuit en vibration libre, compte tenu des conditions initiales, a et b de t1. On déduit l'amplitude Q0 égale à 17,48 mm. La méthode de Simpson pourrait conduire à une meilleure précision avec un nombre de pas de calcul plus réduit. Si le système est amorti, la méthode reste la même, mais l'expression de la réponse partielle des Q de t est modifiée. On en déduit la réponse par intégration. Des calculs similaires aux précédents, par récurrence, doivent être effectués. L'intégration dans un tableur s'effectue de la même manière, la récurrence étant obtenue en reportant les expressions d'une ligne à la suivante. La solution, en vert, est comparée à la solution du système sans amortissement, en rouge. L'hypothèse, selon laquelle l'amortissement joue un faible rôle pendant un choc court, se confirme. Rappelons l'algorithme RK4 de Runge-Kutta, soit le système différentiel du premier ordre, où le second membre est constitué de n fonctions grandes yi de t et du vecteur petit y de t, lui-même constitué de n fonctions petit yi. Le premier membre est la dérivée y point de ce vecteur. La relation de récurrence RK4 donne la valeur du vecteur petit y au πi plus 1, en fonction de sa valeur au πi. Les coefficients K1 à K4 s'expriment en fonction de leur valeur à l'instant ti et du pas de temps h. Appliquons la méthode à notre exemple. Mettons l'équation différentielle du second ordre, sous la forme d'un système du premier ordre de deux équations, en posant vecteur y égale y1, y2, soit q et q point. Formons l'équation de la méthode. Puis appliquons la relation de récurrence. Le calcul itératif peut encore s'effectuer dans un tableur, en incrémentant une ligne à partir de la précédente, et d'un état initial d'équilibre. Les résultats jusqu'à t égale 0,25 secondes, sont représentés sur le graphe en points orangés. Ils se superposent très bien à la courbe verte de la méthode de Duhamel. Soit le même système amorti, et son équation différentielle. Utilisons la transformée de Fourier pour définir les fonctions complexes associées de la variable j grand oméga et transformer l'équation différentielle. Nous retrouvons la relation Q de j oméga égale au produit de h de j oméga par f de k oméga, où h de j oméga est la fonction de transfert. Utilisons la transformée discrète de Fourier pour effectuer numériquement le calcul selon le schéma. Revenons aux fonctions numérisées du temps par la transformée de Fourier inverse. Considérons à nouveau l'exemple précédent. Discrétisons la fonction du temps, avec un pas TE de 5 millisecondes, sur une durée totale de 10 secondes et une fréquence d'échantillonnage FE de 200 Hz. Calculons la transformée discrète de Fourier, en partie réelle, paire, et imaginaire, impair par rapport à la demi-fréquence d'échantillonnage ou fréquence de Nyquist, soit 100 Hz, dans cet exemple. Calculons pour les mêmes fréquences d'échantillonnage, la fonction de transfert du système à un degré de liberté. Toutefois, du fait que cette fonction de transfert est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle du système, qui est une fonction réelle du temps, elle doit posséder les mêmes propriétés de symétrie et d'antisymétrie. Nous arrêtons donc le calcul des valeurs discrètes à la fréquence de Nyquist de 100 Hz, et complétons les fichiers de points par symétrie et antisymétrie. À partir des tableaux de valeurs précédents, effectuons le produit des deux fonctions complexes, pour déterminer Q de j oméga, qui possèdent les mêmes propriétés. Effectuons la transformation discrète de Fourier inverse de Q de j oméga. On obtient la réponse Q de t, jusqu'à 10 secondes, mais qui n'est tracée ici que jusqu'à 1 seconde. Cette fonction possède théoriquement une partie réelle et une partie imaginaire. Mais cette dernière, théoriquement nulle, n'est que de l'ordre de 10 puissance moins 11, donc elle n'est due qu'aux approximations. Reportons sur le graphe précédent les valeurs de la réponse obtenue par cette résolution avec passage en fréquence. Elles se superposent aux autres courbes du système amorti. Ce dernier résultat n'a rien de surprenant. Montrons, en effet, qu'il s'agit du même calcul que la méthode de Duhamel,
mais effectuée dans le domaine fréquentiel. Q de t est la transformée inverse du produit h de j-oméga par f de j-oméga, ce qui donne le produit de convolution h de t par f de t, où h de t est la réponse impulsionnelle du système. Ce produit de convolution s'exprime par l'intégrale sur tau, de moins l'infini à plus l'infini de f de tau que multiplie h de t moins tau des taux. Le chargement débutant à l'instant 0, f de tau est nul pour toute valeur tau négative. La borne inférieure peut donc être remplacée par 0. D'après le principe de causalité, selon lequel la réponse ne peut pas précéder l'excitation, on déduit que h de t moins tau est nul pour toute valeur de t moins tau négative, c'est-à-dire tau supérieur à t. La seconde borne d'intégration peut donc être remplacée par t. Calculons h de t par la transformée de Fourier inverse de la fonction de transfert, et reportons ce résultat dans le produit de convolution. On retrouve l'intégrale de Duhamel pour les systèmes amortis. Cette seconde partie termine le chapitre consacré au système à un degré de liberté, qui nous a permis de rappeler différentes notions, telles que les fonctions complexes associées, les transformées de Fourier, notamment discrètes ou numériques et les méthodes d'intégration temporelle ou fréquentielle. Rappelons l'importance des systèmes à un degré de liberté, notamment dans le cadre de la méthode modale, qui transforme un système linéaire à n degrés en n systèmes à un degré de liberté.